Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous présenter cette émission que vous suivez d'habitude chez vous, Débat de la semaine, une émission de débat démocratique en République démocratique du Congo pour contribuer à la participation collective à la vie démocratique dans le pays. Je reçois deux personnalités aujourd'hui. Raphaël Loulou, il est au cadre de la majorité présidentielle, mais également conseiller principal du chef de l'État en matière des affaires parlementaires. Bonsoir. Bonsoir. Deuxième invité, maître José Claude Bakoula. Il est vice-président de l'opposition scientifique. Bonsoir, maître José Claude. Bonsoir Adam. Voilà, nous allons développer trois sujets aujourd'hui. On va parler de la CENI avec le retour du président Abbé Malou Malou. Vous le savez, 13 membres ont été installés après prestation de serment à la Cour suprême de justice. Parmi les 13 membres, il y a 6 de la majorité présidentielle, 4 de l'opposition. Nous allons en parler dans cette émission. Second sujet, il va concerner Kampala avec les pourparlers de Kampala entre le Kinshasa et le M23, mais entre-temps, la brigade internationale qui s'est déjà déployée en partie, est en train de faire des patrouilles au niveau de certaines zones de la partie est du pays en prévision de la neutralisation des forces négatives. Dernier sujet que nous allons aborder dans cette émission, le dialogue national. On va peut-être faire un détour en parlant des motions, des défiances qui sont retirées à l'Assemblée nationale. C'est un mal qui gangrène aujourd'hui l'Assemblée nationale, plusieurs motions de défiance mais qui sont retirées ou des signatures retirées. On va en parler, voilà les sujets que nous allons développer. Peut-être une petite première question adressée à Maître Jean-Claude. Vous parlez de l'opposition scientifique, l'invité qui est là, le co-débatteur ne connaît pas, je ne pense pas, ce que vous entendez parler par l'opposition scientifique. Est-ce qu'elle est différente de l'opposition ordinaire? J'aimerais que vous puissiez donner une précision là-dessus avant de continuer. Oui, effectivement, l'opposition scientifique, pour le moment, nous considérons ça comme un courant d'idées. L'initiateur, c'est Maître Paty Joseph Lendo. Mais en réalité, c'est un parti politique en gestation dénommé Front des démocrates pour la méritocratie. Pourquoi vous l'appelez opposition Nous parlons scientifique? de l'opposition scientifique, Oui. puisque nous tenons plus compte des agrégats scientifiques dans notre manière d'analyser les problèmes de l'État congolais. Donc l'opposition scientifique a pour objet l'État congolais et le peuple congolais. Là, nous voyons directement la relation du chef de l'État avec son peuple, les institutions, comment ça fonctionne, notre politique nationale et internationale. Donc, nous analysons tout ça de manière objective. Nous faisons cet effort-là d'être ni à gauche ni à droite, puisque nous prenons la méritocratie. Bon, d'accord. Quand nous découvrons qu'il y a des méritocrates au gouvernement, nous saluons. Même à l'opposition. C'est ça. Ah, d'accord. Donc, une opposition qui reconnaît parfois les progrès. Quand il y a des progrès réalisés au niveau du gouvernement, vous saluez et vous félicitez. Vous n'êtes pas ces gens d'opposition qui, même si c'est rouge, qui a tendance à dire que c'est noir. D'accord. Là, on a bien compris. On commence par le tout premier sujet, la Commission électorale nationale indépendante. Raphaël Loulou, l'abbé Apollinaire Malou Malou est de retour. Ça a soulevé une controverse au niveau des états-majors, surtout à l'opposition. On sait qu'il a dirigé la CENI et il a conduit le pays aux élections de 2006. Mais voilà que beaucoup, surtout au sein de l'opposition, ne donnent pas vraiment carte blanche à l'abbé Apollinaire Malou Malou, surtout qu'il est très proche du chef de l'État. Merci Adam de m'avoir associé à cet échange de points de vue sur un certain nombre de sujets. Je suis moi-même content d'être enrichi aujourd'hui d'une autre terminologie dans l'aéropage politique au Congo, l'opposition scientifique, telle que Maître vient de l'expliquer.
Et je comprends que ça nous donne un espoir que les choses pourraient peut-être aller trop bien avec l'exaltation de ces agrégats scientifiques, parce que j'ose croire, si nous avons l'opposition scientifique aujourd'hui, ça veut dire cette autre opposition n'était pas scientifique. Et vous comprenez, quand ce n'est pas scientifique, et toute la vérité est là-dedans. Merci. L'abbé Apollinaire Malou Malou, président de la Commission électorale nationale indépendante, a prêté serment devant la Cour suprême de justice avec tous les 12 autres membres, tels que le prévoit la Constitution et la loi portant organisation et fonctionnement de cette institution. Nous ne pouvons que nous réjouir que le processus de démocratisation soit bel et bien en marche et que, à la tête de cette institution importante, il y ait encore aujourd'hui quelqu'un qui a une longue expérience. Vous connaissez que l'abbé Malou Malou, avec du temps de la CI, est parti de rien et il a réussi à faire asseoir une institution qui nous a amenés en 2006 aux élections, et même les élections de 2011, c'est l'œuvre de Malou Malou, parce que la CI a donné naissance à la CNI qui a été dirigée par le pasteur Ngoï Mulunda. Donc c'est quelqu'un qui vient dans une maison, dans une institution qu'il connaît bien, qu'il a vu naître, et tenant compte des éléments de critique du temps où lui-même était président de la CI, du temps où la CNI était dirigée par le président pasteur Daniel Ngoï Mulunda, je crois qu'il fera œuvre utile aujourd'hui pour que la CNI, encore qu'il vient diriger, nous amène aux élections et continue l'œuvre de démocratisation de notre pays en évitant les erreurs du passé. Oui, mais vous le dites, c'est Ngoï Mulunda, c'est vrai, il a acquis de l'expérience, mais lorsqu'il est arrivé à la CI, vous l'avez dit, il venait un peu de nulle part en ce qui concerne les matières électorales. C'est en forgeant qu'il est devenu forgeron. Est-ce qu'on ne pouvait pas jeter le dévolu sur quelqu'un d'autre que Ngoï Mulunda, celui qu'on dit qu'il est, il est assez proche de la famille présidentielle du chef de l'État? Ça, c'est pour avoir quelles élections crédibles, parce que la neutralité, Non, la vous savez, crédibilité Adam, dépend des personnes aussi. vous savez, je ne voudrais pas ici verser dans le sentimentalisme. Mais je pense que c'est, j'ai dit, le processus de démocratisation est en marche. Beaucoup de gens ont voulu que la CNI change d'animateur. C'est la volonté populaire, c'est la volonté exprimée démocratiquement, et c'est cette volonté-là qui est aujourd'hui est exercée, est acceptée, est mise en application, parce que les députés qui sont les représentants de la population, du peuple congolais, nos élus donc, ont, au nom du peuple congolais, décidé de modifier la Commission électorale nationale indépendante, de changer des animateurs. C'est la volonté populaire, parce que c'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale qui l'a exprimé. Donc, nous ne pouvons pas ici aller dans le sentimentalisme. Nous ne pouvons que féliciter cet élan de démocratisation dans notre pays, cet élan démocratique qui a pu donner naissance aujourd'hui à une nouvelle CENI avec de nouveaux animateurs. Aujourd'hui, que l'on dise le pasteur Daniel Ngoï Mulunda pouvait continuer à
diriger la CENI et que l'on devait changer, oui, si la volonté populaire s'était exprimée dans ce sens, on l'aurait accepté et il n'y aurait pas de problème. Mais la volonté populaire a voulu que la CENI change d'animateur, qu'il y ait une nouvelle CENI avec une nouvelle figure. C'est ce qui a été fait. Nous saluons parce que en démocratie, nous nous inclinons devant la volonté populaire. Maître Claude, José Claude, au sein de l'opposition, parce que vous faites partie de l'opposition, il y en a qui disent que bon, Abbé Apollinaire Malou Malou, c'est le moindre mal, c'est celui qui a organisé des élections en 2006, applaudi par la communauté internationale, laquelle communauté internationale avait reconnu en son temps qu'il y avait également quelques petits problèmes, mais pas de la même encablure que les problèmes que nous avons connus en 2011. Est-ce que c'est le moindre mal pour vous, l'abbé Apollinaire Malou Malou, vous de l'opposition? Pour répondre à cette question, Ou c'est l'homme qu'il faut? pour répondre à cette question, je pense la première des choses, nous devrions d'abord signaler au Congo, chacun de nous a le droit de faire la politique s'il le veut. Ça, c'est la Constitution. Mais cependant, s'il faut parler d'abbé Apollinaire Malou Malou, nous nous posons la question, est-ce qu'il fallait nécessairement monsieur l'abbé Malou Malou puisse désobéir à son hiérarchie ecclésiastique? Puisque quand nous lisons l'article 12 de la loi sur la CENI, qui parle pratiquement d'un oiseau rare, qui fait preuve d'une certaine intégrité morale, probité. Là, c'est là où les bas blessent. Nous trouvons en cette attitude comme si c'est vraiment un mauvais exemple, que la personne qui est censée animer une institution d'appui à la démocratie donne déjà à la population. Cependant, mais elle a été désignée par les confessions religieuses, c'est la sous-composante des églises qui ont choisi l'abbé Apollinaire Malou Malou, et selon ce qu'on entend, vous avez parlé de sa hiérarchie, son chef hiérarchique, lorsqu'on regarde un peu dans tout ce qui est ecclésiastique, chez les catholiques, c'est l'évêque, et l'évêque de Malou Malou, qui se trouve être son chef direct, l'aurait autorisé à être candidat, et aujourd'hui il a été désigné président de la CENI. vous parlez laurier autorisé. Donc vous-même, vous n'êtes pas sûr. Cependant, ce que nous savons, les évêques réunis en SEMCO ont pris une décision. Et ça a été publié. C'était bien avant même la désignation. Et en plus de cela, nous avons suivi la réaction de SEMCO après la désignation de l'abbé Apollinaire Malou Malou. Quelles que soient ses aptitudes, quelles que soient ses convictions que nous respectons en tant que prêtre, il peut se dire, oui, moi je veux faire mon apostolat dans le monde politique. C'est de son droit. Mais cependant, pour qu'il soit considéré comme modèle, il est d'abord abbé. Il a ses brebis. Il a des gens qui croient en lui. Il y a des gens qui voient en lui l'image de Christ. Il faut qu'il tienne compte de tout cela. Quelles que soient ses compétences, ses aptitudes. Et c'est là où les bas blessent. Cependant, nous savons, à chaque chose, il y a toujours des motivations. Qu'est-ce qui l'a vraiment motivé à briguer sur ce poste? C'est à lui d'expliquer à la nation congolaise. Ça, c'est notre point de vue. Nous ne pouvons pas d'emblée les juger, puisque c'est un nouveau mandat qu'il reçoit. Mais cependant, cet aspect des choses blesse un peu le peuple congolais, de voir la manière dont il venait d'accéder
à ces postes. Mais la finalité, c'est l'organisation des élections et tout le monde souhaite que les élections soient organisées de la plus belle manière, en toute transparence et dans l'équité. Je vais vous poser cette question après. Et d'abord, cette question à M. Louloulou. Aujourd'hui, la SENCO a fait une déclaration hier. Elle a envoyé au niveau de chaque rédaction un communiqué écrit. Disons que bon, voilà, les évêques vont se réunir et maintenant pour statuer sur la prestation des serments de Abbé Apollinaire Malou Malou, parce qu'au départ, la SENCO avait dit non, avait interdit qu'un ecclésiaste puisse être désigné comme étant membre de la CENI. Mais après, ils ont dit qu'ils vont se prononcer et on dit même qu'on va demander à l'abbé Malou Malou de pouvoir clarifier sa position par écrit et l'Église va décider. Est-ce que ce qu'on peut appeler cette lourde considération ne va pas poursuivre l'abbé Apollinaire Malou Malou tout au long de son mandat? Ça ne va pas peser sur lui? Je suis tenté de me référer encore au terme de Maître Jean-Claude. Hein. Oui. Oui. C'est les agrégats scientifiques pour une opposition scientifique. Et Maître a dit tout à l'heure, en République démocratique du Congo, tout le monde peut faire de la politique. Je voudrais ici demander tout simplement si je peux donner un conseil. Et à ceux, même à la SENCO, ceux qui veulent faire de la politique, qui fassent la politique. Vous avez suivi, Maître a dit que l'opposition scientifique va se muer tout à l'heure, sous peu, en un parti politique. Que tous ces gens fassent ou créent des partis politiques. Et là, ils vont commencer le débat en tant qu'acteurs politiques et non se cacher derrière certains attributs pour faire de la politique, montrant qu'on est en train de faire autre chose, on est en train de paître les brebis. Je crois que quand on fait de la politique, parce que nous y sommes, nous référons à de textes légaux, la Constitution, les lois de la République. Nous ne faisons pas de la politique en nous référant aux sentiments personnels. Non. Si nous voulons un État démocratique, c'est le respect de textes d'abord. Et pour tout scientifique, c'est le respect de textes. Que disent les textes en ce qui concerne la désignation des membres de la CENI, à l'instar de l'abbé Malou Malou? Les textes sont clairs. La loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante dit, en son article 10, que les membres proviendront de la société civile, certains de la majorité, d'autres de l'opposition. Ça veut dire, à l'article 24 de la même loi, que le président de la CENI provient de la société civile. Et dans la loi, on a tenu compte de la société civile avec ses composantes, dont les confessions religieuses, les organisations féminines de droits de l'homme et l'organisation de l'éducation civique et électorale. Ça veut dire que les confessions religieuses, la société civile sous composante confession religieuse, devait désigner le président de la CENI. L'Assemblée nationale ne ferait qu'entériner. Et l'Église catholique a dit non à l'abbé Malou Malou. Ici, ce n'est pas l'Église catholique, les confessions religieuses. C'est bien dit. Il ne faut pas que l'Église catholique donne l'impression, et ce n'est même pas toute l'Église catholique. Mais lorsque l'Église catholique... Ce n'est même pas toute l'Église catholique. Il ne faut pas que l'Église catholique nous fasse un amalgame ici, de faire croire à tout le monde et à l'opinion nationale et internationale
que l'Église catholique, ce sont les confessions religieuses, ou les confessions religieuses en République démocratique du Congo, c'est l'Église catholique. Dans les confessions religieuses, Adam, il y a 8 sous-composantes. Vous avez les protestants, les églises de réveil, les musulmans, vous avez l'orthodoxe, l'église orthodoxe, etc. Et l'église catholique, bien entendu, qui est une sous-composante des confessions religieuses. L'église catholique s'insurge contre l'abbé Malou Malou parce qu'il s'est entêté. Et aujourd'hui, on dit que les évêques vont se réunir pour l'excommunier ou le chasser de l'église catholique. Mais c'est ce que je dis. Il sera plus un religieux, religieux, c'est ce que je dis. un ecclésiastique. Un agrégat scientifique, c'est le respect de textes dans la Constitution. Si les évêques disent que eux, les évêques, ils ne veulent plus respecter le texte et la Constitution, libre à eux. Mais si nous devons respecter le texte, je crois que cette démarche, on aurait pu la faire avant. Adam, moi j'aimerais que vous invitiez un jour les membres de différentes confessions religieuses pour leur demander comment étiez-vous arrivé à désigner l'abbé Apollinaire Malou Malou pour vous représenter à la CENI comme président de la CENI. Je crois que le problème c'est à ce niveau-là. Ne vous fiez pas tout simplement aux déclarations de l'Église catholique. Bon, je répète, l'Église catholique n'est pas les confessions religieuses de la République démocratique. On est au Congo, cette question avant que je prenne le maître. On est au Congo, on sait comment les choses se passent. Est-ce que la majorité n'a pas donné des injonctions à cette sous-composante de la société civile que non, choisissez... À mon avis, la majorité ça présidentielle dont je suis membre, la majorité présidentielle est composée des partis politiques membres de la majorité présidentielle, c'est-à-dire qui ont accepté d'accompagner le président de la République, Joseph Kabila, composé d'associations qui se sont prononcées, et à ma connaissance, dans ces associations, il n'y a pas une association confession religieuse, membre de la majorité présidentielle. Donc, c'est un faux débat. Dans la majorité présidentielle, nous n'avons pas une association ou un parti politique, confession religieuse, il n'y en a pas. Donc, la société civile, c'est une autre composante. Les confessions religieuses sont une sous-composante de la société civile et ne sont pas de la majorité présidentielle pour que la majorité présidentielle donne des injonctions. Non, nous avons, chaque parti politique de la majorité présidentielle fonctionne selon notre organisation et nous n'avons pas à aller donner des injonctions à la société civile. Maître José Claude, je disais tout à l'heure cette question, est-ce que la finalité ce n'est pas d'avoir des bonnes élections? Parce que je me rappelle, lorsque Ngoï Mulunda a été nommé, et qu'après il y a eu des élections et des irrégularités, même au sein de l'opposition, les gens ont dit, oh, on aurait souhaité même que Abbé Apollinaire Malou Malou continue à organiser les élections, mais voilà, on a vu même au sein de l'opposition les gens qui commençaient à regretter l'abbé Apollinaire Malou Malou. Aujourd'hui, l'abbé Apollinaire Malou Malou revient, et même des personnes qui étaient favorables à ce qu'il puisse continuer, aujourd'hui, commencent à déchanter. Il faut comprendre une chose. Il a une expertise quand même, on peut tout dire. Oui, mais il faut comprendre les contextes. Car M. Malou Malou, M. l'abbé Malou Malou avait organisé les élections est tout à fait différent de celui de Ngoï Mulunda. Qu'est-ce qui a changé? À l'époque de M. l'abbé Apollinaire Malou Malou, on avait les 1+4. C'était plus difficile. Plus difficile, oui. Mais on surveillait. Oui, mais c'était difficile. Vous avez 4 vice-présidents, les ex-rebelles. Laissez-moi m'expliquer. C'était pas facile. Laissez-moi m'expliquer. Oui. Donc, moi je dirais même les 1+5. Puisque en dehors de ces 4 vice-présidents, la communauté internationale avait joué un rôle important à l'organisation de ces élections. Ça a été suivi. En dehors des élections présidentielles, qui là-bas, il faut reconnaître, la haute politique avait joué son rôle par rapport aux enjeux du Congo. Le reste, en tout cas, on avait respecté les verdicts des urnes.
Mais quand on prend maintenant le contexte de Ngoyi Mulunda, il n'y avait plus de 1 plus 4. Il y avait une mouvance qui dominait la scène politique. Et cette mouvance a dicté les choses. Malheureusement, M. Ngoyi Mulunda n'a pas su être à la hauteur pour résister à tout ça. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des mal élus. Et vous voyez tous ceux qui sont en train de faire au Parlement. Donc les contextes changent. Raison pour laquelle je vous dis... Je vous laisse continuer. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est la question sur le contexte. Parce que lorsqu'on regarde, les analystes pensent que le contexte de 2006 était plus compliqué que le contexte de 2011. Vous vous rappelez qu'il y a eu même des armées, il y a eu des militaires qui se sont tirés dessus. À Kinshasa, ça fait des morts. Parce que les attentes étaient telles que on voulait avoir des élections, les premières du genre, avoir les élections démocratiques. Vous vous rappelez que les 4 vice-présidents, bon, parmi les 3, le MLC, Jean-Pierre Bemba, Azares Rouberois, Zaïdi Ngoma, c'était des gens qui avaient une assise dans les provinces qu'ils dirigeaient pendant la rébellion et c'était des candidats à l'élection présidentielle. Alors qu'en 2011, Kabila était véritablement face à un seul candidat de taille, Etienne Tshisekedi. Donc, on n'a pas connu la guerre, on n'a pas connu la MONUSCO qui faisait des patrouilles pour calmer. Le fort était en 2006, était à Kinshasa qui a fait beaucoup. C'était pour répondre, recadrer un peu les choses. Le contexte de 2006 était chaotique, mais Dieu merci, le Congo est sorti de là. Je pense quand vous êtes devant des eaux agitées, vous allez prendre toutes les précautions si vous avez besoin de traverser pour avoir les canaux adaptés et ainsi de suite. Mais quand l'eau est calme, ça vous donne l'impression que vous allez naviguer facilement. Et au risque même de dormir pendant que vous êtes en train de naviguer et de rencontrer un grand tourbillon. Vous comprenez? C'était un peu le cas de Ngoyi Mulunda. Par contre, comme je suis en train de vous signaler, à l'époque de Malou Malou, on voyait comment il était encadré, même par la communauté internationale. Et ça l'a mis dans une situation où il devrait être vigilant sur tous les points. Parce que la scène politique n'était pas dominée seulement par la mouvance présidentielle. Mais or, au moment où Ngoyi Mulunda organisait ses élections, la mouvance présidentielle dominait complètement la scène politique et écrasait tous les autres. Mais lorsqu'on regarde la composition du bureau, on voit qu'il y a 6 membres de la majorité, 4 de l'opposition. 4 de l'opposition, c'est beaucoup, avoir 4 membres de l'opposition au sein du bureau. Donc ils peuvent faire, si pas le contrepoids, mais assurer un travail de suivi, s'assurer que les élections seront organisées dans les bonnes conditions. Il n'y a pas à avoir peur non plus, puisque vous avez des gens de l'opposition qui font partie de cet organe électoral. Monsieur Adam, tout à l'heure je vous disais, l'opposition scientifique s'intéresse beaucoup au fonctionnement de ces institutions. Pensez-vous que l'institution CENI fonctionne comme il se doit? Nous venons de terminer. Elle vient d'être mise en place. Il y a les nouveaux membres viennent. C'est-à-dire il y a la continuité de l'institution. On vient de désigner de nouveaux acteurs qui vont animer cette institution. Mais ceux qui viennent de partir ont été audités. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils nous ont présenté comme gestion, une institution ne peut pas fonctionner comme ça. Lorsque nous sentons déjà que l'institution en soi ne fonctionne pas comme il se doit. Il y a une commission d'enquête au niveau de l'Assemblée nationale qui est chargée d'auditer la CENI et tout ce qui a été fait. Mais ils sont déjà partis. Il y a une nouvelle équipe qui vient d'entrer, qui a déjà prêté serment. D'accord. Je reviens vers vous. Je voulais que vous puissiez intervenir un peu sur le contexte. Est-ce que vous avez la même lecture du contexte de l'époque de 2006 lorsqu'on a organisé les élections avec celle de 2011 où, selon Maître José, les choses étaient beaucoup plus faciles par rapport à 2011. Ngoyi Mulunda avait la latitude d'organiser des élections de manière un peu facile. Bien, je crois que
les contextes n'étaient pas les mêmes, certes. Parce que les réalités de l'époque de la CI n'étaient pas celles de l'époque de la CNI. C'est vrai que la communauté internationale a toujours été là, même à l'époque du pasteur Daniel Ngoï-Mulunda, la communauté internationale a toujours continué à collaborer avec les institutions de la République démocratique du Congo. Les réalités de la CI, nous venions d'une guerre. Nous étions en face de beaucoup de difficultés d'ordre organisationnel qu'il fallait mettre en place, et même d'ordre psychologique, vous savez, parce que ce n'était pas facile, vous l'avez dit, avec le système 1+4, avec quelques méfiances, et les gens qui venaient à peine de la guerre devaient aller aux élections, et devaient faire en sorte que tout le pays et dans les différents coins aillent aux élections. Et il y a des coins où il y avait encore quelques poches d'insécurité, il fallait le faire. Donc les conditions étaient très très difficiles. Ajoutez à cela les infrastructures qui ne le permettaient pas. Et il faut comprendre aussi la mentalité, vous l'avez dit, les premières élections démocratiques à être organisées dans notre pays, il fallait faire participer tout le monde. Donc la sensibilisation qui avait précédé n'était pas faite si facilement. Et pendant la période du pasteur Daniel Ngoï-Mulunda, nous étions un peu dans le bain, parce qu'on était dans le processus électoral. Et c'était la deuxième fois. Certes que ce n'était pas trop facile non plus, avec le nombre élevé des candidats, hein, que ce soit au niveau présidentiel et au niveau législatif. Et il fallait mettre aussi la machine en marche avec l'élan démocratique que cela a pris, l'engouement, le nombre de candidats députés a montré que beaucoup de gens ils comprenaient déjà ce que c'est que les élections et comment ça devait se faire, et les stratégies étaient montées dans les différents états-majors, et tout ceci, vous avez vu combien ceux qui voulaient qu'on aille aux élections étaient en train de se mouvoir, et ceux qui ne voulaient pas qu'on y aille, qui ne voulaient même pas. Il y a des gens qui ne voulaient même pas que les élections s'organisent. Ils voulaient tout simplement qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Donc tout ça, l'équipe du pasteur Daniel Ngoï-Mulunda a tout de même réussi à nous amener aux élections. Mais je ne dis pas qu'une équipe était, une période était meilleure par rapport à l'autre. Chaque période avait ses difficultés et a su, grâce à Dieu, surmonter cela. Et nous sommes allés aux élections. Mais je dis, Maître l'a dit aussi, l'abbé Apollinaire Malou Malou vient, c'est une autre période aussi. Et je pense que nous pouvons lui faire confiance. D'accord. Hein, voir comment, réunissant tous ces éléments de critique, comme je l'ai dit au départ, évaluant la période de 2006, de 2011, et qu'est-ce que nous pouvons faire à l'avenir, à partir des élections provinciales. On va parler de l'Est du pays avec la brigade internationale qui s'est déployée en partie parce qu'il y a d'autres militaires qui vont arriver et qui a même déjà commencé à faire des patrouilles, les militaires qui sont déjà sur terrain. Et la MONUSCO a changé de commandant. Martin Kobler, un Allemand, c'est le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Mais entre-temps, pour parler de Kampala, se poursuivent, mais les rebelles du M23 et Kinshasa ne parlent pas le même langage. Pour Kinshasa, il faut carrément que le M23 disparaisse parce que bon, ça n'a plus sa raison d'être. Le M23, votre lecture de cette actualité? D'emblée, on peut dire ça. Quand on lit l'accord cadre, on lit aussi la résolution 2098
nous pensons que le gouvernement de la République démocratique du Congo se trouve actuellement en position de force pour demander cela. Cependant, en politique, il faut toujours quelquefois dépasser les textes, C'est-à-dire? comprendre les faits qui ont réellement généré cette situation pour que demain, qu'elle ne se reproduise plus. Et la réalité, le problème de Kampala dépasse même l'entendement que nous pouvons avoir. Vous vous souviendrez, le M23 est issu des CNDP. CNDP de RCD. RCD, c'est l'éclatement de l'AFDEL qui a donné les CPP et les RCD. Et quand on prend l'AFDEL... CPP. CPP, Comité du pouvoir populaire. Effectivement, quand on a dissous l'AFDEL, le président Laurent Désiré Kabila a fait le CPP. Et quelques temps après, nous apprendrons qu'il y a un autre mouvement qui est né à l'Est. Oui, mais CPP, c'était pas vraiment un mouvement. Ce n'était pas un mouvement, mais c'était une sorte, permettez-moi, de parti-État Enfin, le président de l'époque, Laurent Désiré Kabila, demandait à la population de pouvoir se prendre en charge et d'ouvrir les yeux. Et puis il y avait des structures comme ça, informelles, qui se créaient au niveau des villes, des quartiers même. C'est une structure qui est venue après l'éclatement. Non, je ne parle pas des rébellions. Je parle de l'effondrement de l'AFDEL. Quand le président Kabila a qualifié l'AFDEL d'un conglomérat des aventuriers. Comprenez? Mais pourquoi je souligne tout ça? Parce que à chaque fait, vous allez voir un genre d'accord sortir. Quand on parlait de l'AFDEL, on parlait plus d'un accord de l'Emera. Et vous connaissez cet accord, qu'est-ce qu'il signifiait? Heureusement, avec le courage du président Kabila, cet accord n'a pas été appliqué. Mais quand vous lisez cet accord, il y a un point qui choque. On dit le sous-sol et le sol congolais appartiennent à l'Alliance. Quand vous lisez cet accord, et on dit qui ont fait cet accord, vous verrez tous les Congolais, les Massassou, les Ngandou, le président Kabila, Deos, j'ai oublié encore les noms. Mais on dira que l'AFDEL, on mettra... Mais attendez, j'arrive. On est pris par le temps. Effectivement. Bref, au moment de l'AFDEL, il y avait un accord. Mais et cet accord... que le M23 puisse éclater après tous ces débats, ces dialogues. Non, je suis obligé de dialectiser cette question pour que nous puissions avoir une compréhension globale et globalisante du problème. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, il y a une politique très subtile qui est basée sur les intérêts économiques. Le fait que l'accord de l'Emera n'avait pas fonctionné, ceux qui pensaient avoir la même mise sur les richesses congolaises ont préféré faire les RCD. S'il n'y avait pas les MLC à l'époque, on allait avoir le même type d'accord que nous avons aujourd'hui avec les CNDP et qui se profile actuellement avec les M23. Mais comme il y avait un autre mouvement rebelle qui faisait une sorte de tampon entre le pouvoir central et les RCD, nous avons eu les cessez-le-feu de Lusaka et finalement l'accord de San City qui nous a permis même d'avoir... L'histoire, on la connaît. Oui. C'est-à-dire, bref, ce qui se passe à Kampala, il faudrait qu'obligatoirement le Congo, les gouvernants congolais prennent conscience que le problème de l'Est trouvera des solutions lorsque nous allons définir une politique claire pour la région.
et pour la communauté internationale aussi, puisque la communauté internationale, la région, a besoin de nos richesses, a besoin de survivre. Alors, il faudrait que nous ayons une approche qui va satisfaire non seulement la région, mais aussi la communauté internationale. Oui, attention, et ça, oui, nous pensons... c'est vrai, mais quand vous commencez à dire qu'il faut une approche qui va satisfaire la communauté internationale, il ne faut pas consacrer... Je ne consacre pas la pas, balkanisation, je vais pas le dire, arriver. mais partager nos Non, richesses avec d'autres non, pays. je Parce que devrais arriver. c'est un peu le souhait de la communauté Non, non, internationale, attendez. d'une partie des gens de la communauté Non, internationale, il ne qu'il faut faut pas partager me faire les dire ce richesses. que je n'ai pas dit. Bon, d'accord, on va passer la parole parce Il que ne faut pas me faire, mais il fallait laisser que je termine... le temps, Bon, vous avez parlé pendant effectivement, des 3-4 minutes. Ça va, ok. Le temps, Ok. il faut aller droit au but. Merci Adam, merci Adam. Oui. Par rapport à la disparition ou à l'existence Ouais. encore ou encore aux élucubrations du M23. Le M23 n'est rien, et cela a été démontré sans le Rwanda. On dit aussi que le M23 n'est rien sans quelques acteurs congolais Non, sans le Rwanda. infiltrés qui soutiennent le Rwanda à partir de Kinshasa, à Nous partir disons de le province. M23 n'est rien sans le Rwanda. Mhm. Et le M23 est venu sur base de quelques revendications. Et c'est là que je profite pour dire à Maître, vous êtes de l'opposition scientifique, Maître, l'histoire récente de notre pays, l'histoire politique récente de notre pays est aussi un élément scientifique, même quand vous faites de la dialectique. Parce que, heureusement qu'Adam a dit, le CPP n'est pas... C'est une structure d'organisation, tout simplement, de l'action politique lors de l'AFDEL. Les revendications du M23 ont donné naissance, ont amené le gouvernement congolais à accepter d'aller à Kampala pour examiner, évaluer si ces revendications sont appliquées ou n'ont pas été appliquées à l'époque du CNDP. Mais tout compte fait, les revendications ont été appliquées. Celles qui n'ont pas été appliquées, le gouvernement a pris l'engagement de pouvoir les parachever. Je prends un exemple simple, l'intégration au sein de l'armée. Mais la plupart de ces officiers qui ont constitué le M23 sont venus de l'armée régulière. Ça veut dire qu'ils ont été intégrés, certains ont été intégrés même 1-2 fois. Des gens qui ont tué des gens. Des gens qui ont commis été des au sein meurtres. de l'armée. Vous les prenez, vous les remettez Ils dans sont l'armée. venus des mouvements rebelles. Des gens qu'on doit juger. On a accepté de les intégrer pour en faire une armée républicaine. Certains devaient même aller à la Ils cour quittent martiale. le mouvement, ils quittent l'armée, ils vont faire un autre mouvement. Quelles revendications ont-ils? Non, ce sont les revendications tout simplement du Rwanda. Et aujourd'hui, avec l'accord cadre signé à Addis Abeba, ils n'ont plus rien d'autre. Et au niveau interne et au niveau externe. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire encore sinon disparaître? Sinon rentrer dans les rangs? Est-ce que Pour demain ceux il n'y qui aura veulent. pas une autre rébellion encore? Non, attendez, Maître l'a Adam, dit. il peut y avoir une autre Oui, rébellion. CNDP, Il peut y avoir une autre M23. rébellion, mais nous reconsidérerons la chose à l'époque, à cette époque-là. Mais pour l'instant, les M23 n'a plus de revendications à faire. Tout ce que nous pouvons demander, c'est d'encourager la position du président tanzanien. C'est-à-dire quoi? De demander au Rwanda d'organiser le dialogue Avec ces rebelles. inter-rwandais Oui. pour que, en interne, au niveau du Rwanda, qu'ils examinent, comme nous l'avions fait, nous avons examiné les problèmes internes au niveau du dialogue intercongolais et nous sommes arrivés à baliser le chemin de réconciliation, de faire en sorte que nous ayons des institutions communes où nous devons être tous, et ceux de l'opposition et ceux qui étaient dans les rébellions, nous étions tous dans les mêmes institutions républicaines. Je vais vous demander de conclure. Et même parce au qu'on niveau est de pratiquement l'armée, à la fin, oui. au niveau de l'armée, nous avons voulu, aujourd'hui, au sein de l'armée, vous avez des gens qui ont été dans les autres mouvements de rébellion. Aujourd'hui, nous avons une même armée. La preuve, ceux qui sont au M23 ont quitté la même armée. Qu'ils réintègrent
Et le M23, pour nous, n'a plus de raison d'exister. N'a plus de raison d'exister aujourd'hui, mais au moins, nous demandons tout simplement à ceux qui encore sont en train de faire le lit du Rwanda chez nous, de dire que le Rwanda rentre organiser le dialogue inter-rwandais et trouvera des solutions en interne pour qu'il n'y a plus d'alibi. On a vidé pratiquement tous les prétextes du Rwanda et on a vidé tous les prétextes du M23, si bien qu'aujourd'hui le gouvernement congolais, comme Maître l'a dit, n'est pas en position de force, mais le gouvernement congolais a montré à la face du monde les réalités qui, jadis, étaient considérées comme les raisons de la rébellion ou de l'insurrection du M23. Donc, merci. Aujourd'hui, ce sont les réalités du gouvernement congolais qui sont en train de parler vis-à-vis de ceux qui tiennent encore au M23, qui pratiquement n'a plus de raison d'exister, ou du Rwanda qui doit aller faire le dialogue inter-rwandais. Merci Raphaël Loulou. Je vous demandais de conclure également parce que nous sommes à la fin de l'émission. Peut-être une réaction, je vous ai vu noter ou... Mais comme nous sommes à la fin de l'émission, oui, allez-y, vous avez au moins 1 minute 30. Oui. Si nous sommes arrivés jusqu'à M23, puisque, permettez-moi de le dire, le gouvernement congolais faisait une politique de complaisance vis-à-vis des groupes rebelles. Et peut-être, parce qu'ils connaissaient si pas très bien la situation, ils attendaient que la communauté internationale clarifie sa position avant de montrer les muscles. Peut-être, puisque comme je suis en train de les signaler, la situation est vraiment complexe. Comme on dit souvent aussi, quand vous voyez un poussin remplir la marmite, ça signifie qu'en dessous, il y a sa mère. Comprenez? Donc des petits groupes de rebelles menaient la vie dure à notre armée, à notre nation. Ça voulait dire beaucoup de choses. Mais comme nous ne sommes pas dans les affaires... Hein. Vous savez, après des années de dictature, de ravage, c'est une armée qu'on est en train de reconstruire. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est pas en un jour qu'on va reconstruire toute une armée. Moi, je disais toujours aux une armée, on peut la détruire en un jour, mais la construire, ça prend des années. Je disais toujours aux gens, c'est comme une maison. Non, on a des choses que nous connaissons très bien. Quand on avait envoyé, par exemple, Mbunza Mabé au front. Mais la réalité, c'est quoi? Quand le gouvernement désigne quelqu'un pour faire la contre-offensive, c'est que le gouvernement a vraiment besoin de faire quelque chose. Mais quand on voit tout s'est stoppé, vous ne savez pas à quel niveau se trouve le problème. Donc, c'est-à-dire, comme je vous dis, c'est un problème tellement complexe, et moi je sais une chose, que les chefs de l'État maîtrisent bien la situation, si je dis maîtrise en termes de connaissances, mais le jeu était tellement complexe que ça demande. Merci beaucoup. La preuve, s'il vous plaît, la preuve vous avez vu, malgré l'arrivée de la brigade d'intervention, mais le secrétaire général a demandé au gouvernement de continuer à dialoguer. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. On a même débordé. Nous sommes arrivés, l'émission c'est 45 minutes, on a fait 48 minutes. Merci. On arrive à la fin de l'émission. Vous l'aviez dit, la situation est complexe. Vous l'avez dit vous-même, la situation est très très complexe. Parfois, on a tendance à penser que les choses sont très faciles alors qu'il y a des réalités que nous ne maîtrisons pas, des réalités que les gens ne connaissent pas, que seulement certaines personnes qui sont très haut placés ou qui sont dans des endroits stratégiques peuvent connaître ces réalités-là et des choses qu'on ne peut pas dire à la télévision non plus. En tout cas, je dis merci à toutes ces personnes qui nous suivent. Et d'abord, merci à Raphaël Loulou. Je rappelle qu'il est au cadre de la majorité présidentielle et conseiller principal du chef de l'État chargé des questions parlementaires. Je remercie également Maître José-Claude Bakula, voilà, il est vice-président de l'opposition scientifique, une opposition qui est en train de se mettre en action et bientôt là, ce sera tout un parti politique qui va commencer à œuvrer à toute liberté en démocratie. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.